Et ça y est, on est live. Hello à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vista Podcast, le podcast dédié à celles et ceux qui veulent faire de leur travail un levier de transformation positive. Ce podcast est enregistré en direct sur LinkedIn et YouTube et diffusé en replay sur Deezer, Spotify et YouTube également. Si vous êtes en live avec nous, vous pouvez nous poser vos questions en commentaire, on y répondra pendant l'émission, donc pensez bien à nous les soumettre le plus tôt possible, c'est important. Et également, si vous voulez tout simplement vous présenter ou faire un petit coucou à la communauté en commentaire, allez-y, n'hésitez pas, ça chatouille les algorithmes et ça nous aide à continuer à faire grandir le podcast sur les réseaux. Je suis Benjamin Mercier, cofondateur de Gaia Connect, la porte d'entrée vers les métiers à impact positif. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas déjà Gaia Connect, on est un collectif de plus de 300 bénévoles sur toute la France et on occupe des jobs à impact positif dans tous les domaines, que ce soit le développement durable, l'environnement, le social, l'agriculture, l'économie circulaire, la RSE et j'en passe. Et on te propose un peu de notre temps pour prendre un petit café virtuel ou réel afin d'écouter tes besoins, tes projets, te parler de nos métiers, te conseiller, te challenger, t'ouvrir nos réseaux, enfin bref, tout ce que ferait une ou un pote à ton écoute qui t'aiderait à trouver un peu de sens dans ta carrière. Donc n'hésite pas à faire ta demande pour rejoindre la communauté sur gaiaconnect.co et on prendra du temps ensemble pour te présenter des mentors adaptés à tes besoins. Aujourd'hui, on va traiter d'un thème sur lequel on n'a jamais vraiment eu l'occasion de faire un focus dédié et je sais que ça vous intéresse, donc on va parler d'économie circulaire. Pour beaucoup d'entre nous, c'est une évidence de réutiliser l'existant plutôt que de produire systématiquement, tout comme de prévoir la fin de vie de nos produits. Mais voilà, pour le grand public, toute la décision et la mise en place de cette mécanique, elle est souvent dans l'ombre. Et c'est justement pour mieux en connaître les missions, les métiers, les compétences requises, les enjeux, que j'ai le plaisir de recevoir l'équipe de Circulaire aujourd'hui. Salut Jules, salut Paul. Il y a Jules, tu t'affiches. Hop, et Paul. Salut à vous deux, bienvenue au micro Bonjour de Vista Podcast. à tous. Alors toi, Jules, tu es cofondateur de Circulaire, ça s'écrit Circule apostrophe R, qui est un cabinet de conseil de référence dans l'accélération de la transition des entreprises et des territoires vers une économie circulaire. Et toi, Paul, écoute, on se connaît bien puisque tu es l'un de nos premiers mentorés sur Gaia Connect, puis maintenant tu es devenu mentor, et tu es consultant chez Circulaire, tu opères notamment au pôle coalition, on en reparlera tout à l'heure, mais l'idée, c'est qu'on parle ensemble de ton parcours, et puis je suis certain qu'il y a plein de personnes qui nous regardent et qui pourraient s'en inspirer pour transitionner dans le secteur. On va commencer avec toi, Jules, si tu le veux bien, pour qu'on parle un petit peu du secteur et puis des enjeux. Toi, tu viens de chez Airbus. Il y a une douzaine d'années, avec ton associé Raphaël, vous avez cofondé Circulaire. Est-ce que tu peux nous parler de la genèse du projet et surtout le constat auquel vous étiez arrivé pour vous dire, allez, on va se mettre en action tous les deux et on monte ce projet ensemble? Bonjour, déjà merci pour l'invitation, Benjamin. Avec plaisir. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce qu'on a fait un petit switch de micro, je suis à côté de Paul, du coup, pour le partage. Et bon, tant mieux si ça marche. Du coup, je suis ravi d'être ici pour parler d'économie circulaire. Comme tu dis, donc moi, j'ai commencé ma carrière chez Airbus Group, en France d'abord, où je travaillais aux achats, puis au Mexique, où je m'occupais pareil de la relation fournisseur d'Airbus dans le pays. Mais ça fait longtemps que je me posais des questions sur les sujets environnementaux. J'ai eu la chance de grandir dans le sud-ouest de la France, au bord de l'eau. Du coup, je suis passionné d'océan. Et donc, depuis très longtemps, je me posais des questions sur les déchets autour des océans. Et le déclencheur, ça a été la rencontre avec Raphaël Mavigné, donc mon associé et ami. Du coup, on se rencontre en 2013, tous les deux passionnés d'océan, de surf notamment, à se poser pas mal de questions autour des thématiques environnementales et très loin de notre métier, du coup, puisqu'il travaillait aussi chez Airbus Group. Donc, on avait un peu une forme de que pas mal de gens, je peux ressentir, un peu de se dire, tiens, je travaille assez loin de ce qui peut être ma passion, de ce que peut être mon moteur. Et on a commencé à creuser un petit peu le sujet des déchets marins. On s'est rendu compte assez vite que finalement, il fallait traiter le sujet des déchets tout court. Et en fait, on est arrivé sur le sujet de la circularité à ce moment-là. Donc 2013, l'économie circulaire, c'était très petit en tout cas comme concept. On avait fait un appel avec l'Institut de l'économie circulaire notamment. On se levait le matin, 6 h du matin avant de partir chez Airbus. On allait faire des visios, bref, parce qu'il y avait le décalage horaire évidemment. Mais c'est des super souvenirs. Et du coup, on découvre l'économie circulaire et ça devient une passion pour nous. Très vite, on finit notre premier appel. On se dit, mais attends, mais c'est ça qu'on veut faire en fait. Pour deux raisons principales, et je pense qu'ils sont majeures
sur le fait que la circularité a fonctionné depuis. La première, c'est qu'on s'est dit que c'est un concept qui allait parler à différentes typologies d'organisations. À l'époque, c'était quand même très les ONG contre les grands groupes, etc. Ouais. Et quand on comprend bien que tous les sujets de sustainability au sens large doivent pénétrer finalement les modèles de toutes les organisations. Et l'économie circulaire, on pensait que ça allait parler au gouvernement, aux entreprises privées et aux associations, et que ça allait permettre un petit peu justement de trouver une forme de consensus autour d'une thématique. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on voyait l'économie circulaire comme un levier de réduction d'impact. Et ça, il faut bien comprendre faut bien le comprendre comme ça, hein. L'économie circulaire, c'est uniquement un levier qui va permettre de réduire les émissions de CO2, permettre de réduire l'utilisation d'eau, la dégradation des écosystèmes, avoir des impacts sociaux, etc. Et donc, fort de ce constat, on s'est dit, bah, attends, c'est génial, on va vouloir un peu creuser. Il y a très peu d'informations à l'époque. On s'est dit, tiens, on va faire un tour du monde de l'économie circulaire pour allier l'utile et agréable à cette époque-là. Et notamment parce que comme personne n'était vraiment formé sur le sujet, on avait besoin un peu de se faire notre propre conviction. Donc, j'accélère un peu, mais on crée une association, on trouve 100 000 € de financement auprès de différents grands groupes et on part 1 an et demi dans 22 pays, rencontrer 150 solutions d'économie circulaire. Ce qui nous a, déjà, on s'est éclaté à faire ça, on rencontrait des gens hyper passionnés, ça nous a permis de comprendre toutes les innovations qui étaient en train de monter autour de la circularité, commencer à comprendre aussi les défis qu'il y avait en face, voir les différences aussi entre comment on fait de l'économie circulaire à Cuba ou comment on fait de l'économie circulaire en Chine ou aux Pays-Bas, qui le font de manière très différente. Et au retour, on est évidemment rentré plus convaincu que jamais qu'on voulait dédier 100% de notre énergie professionnelle dans ce sujet. Et du coup, on a beaucoup hésité sur notre modèle, mais globalement, à la fin, on a décidé de créer une entreprise, donc en 2016, avec pour objectif d'accompagner les organisations vers les sujets de circularité. Notre mantra un peu derrière, c'est de permettre aux organisations de vivre en harmonie avec la nature. Et on pense que l'économie circulaire est un super moyen de faire ça. Et donc, pour faire la transition, globalement, aujourd'hui, chez Circulaire, on est donc 40 personnes. On est structuré autour de 3 pôles d'activité. Un pôle formation, un pôle conseil et un pôle coalition. Donc, Paul reviendra là-dessus parce qu'il a transité d'un pôle à l'autre, donc il pourra partager son expérience. Et globalement, on est un cabinet de conseil, on accompagne grands groupes, organisations publiques, et on a cette spécificité d'avoir des coalitions, c'est-à-dire qu'on va venir regrouper des acteurs ensemble pour craquer des sujets de circularité, parce qu'on pense que c'est comme ça que finalement les modèles d'économie circulaire pourront passer à l'échelle. Et alors, juste pour qu'on pose les termes, pour toi, c'est quoi ta définition de l'économie circulaire? Alors, déjà, on peut retrouver plein de définitions officielles maintenant, hein, via l'ADEME, il y a même une norme ISO autour de la circularité, mais si je devais la dire avec des mots très simples, l'économie circulaire, c'est utiliser le moins de ressources naturelles possible, de la manière la plus intelligente pour ne pas produire de déchets. Donc globalement, si on rentre dans un tout petit peu plus de théorie, depuis la révolution industrielle, on prend, on consomme, on jette. En fait, on vient créer de la valeur qu'on détruit assez rapidement. Et dans la circularité, on vient créer une forme de pyramide de la valeur qui va être un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on va concevoir différemment. Donc, on va s'approvisionner en conscience. On va utiliser l'éco-conception, l'écologie industrielle et territoriale. Donc, la conception va être différente. On va aussi, dès la conception, penser à l'usage du produit, faire en sorte qu'il soit réparable, modulable, etc. Ouais. Ensuite, on va arriver sur la deuxième brique qui est l'usage même du produit. Comment on va faire de la réparation, de la seconde main, de la location, comment en fait on va intensifier l'usage du produit et faire en sorte qu'il fonctionne le plus longtemps possible. Encore une fois, le but c'est utiliser moins de ressources. Et donc ça va être la deuxième phase. Et la dernière phase, ce qui va être comment on va récupérer la valeur du produit, et notamment le recyclant qui est un des XR de la circularité, mais qui est bien le dernier. On va essayer de faire tout ce qu'on doit faire avant d'arriver justement sur la partie recyclage. Et en fait, juste pour donner un chiffre qui est assez intéressant, pour faire juste le lien avec le carbone, qui est une des 7 limites planétaires, pour donner un lien avec le carbone, des 9 limites planétaires, je dis une bêtise, en faisant de la circularité, donc en limitant l'extraction des ressources, on peut réduire jusqu'à 50% des émissions de CO2 mondiales. Okay. Et donc les gens comprennent très vite le lien avec la transition énergétique. Je produis l'énergie différemment, j'isole, etc. Donc je vais moins utiliser d'énergie. Mais en fait, quand j'extrais moins de ressources, je les transforme plus. Mais en fait, je vais utiliser aussi moins d'énergie, donc je vais aussi réduire mes émissions de CO2. Donc c'est quand même un des gros avantages environnementaux de la circularité. Et alors, tout à l'heure, tu disais, bon, la circularité, il y a 12 ans, n'était pas forcément très développée, ou en tout cas, n'était pas un sujet prégnant en entreprise. C'est quoi les leviers qui ont fait que sur tes premiers clients, tu as réussi à les convaincre d'apporter des missions, enfin, en tout cas, d'abonder sur des missions dans la circularité?
Et j'y mettrai peut-être une autre question derrière, mais parce que je pense qu'elles sont liées. Naïvement, je me dis qu'une entreprise qui produit de façon, on va dire, euh, Classique. classique, voilà, le fait pas parce qu'elle a envie de polluer ou de gâcher des ressources, mais qui a potentiellement un levier économique derrière. Est-ce que vous avez des contre-exemples de missions que vous avez pu faire chez Circulaire qui ont démontré que passer dans la circularité, c'est aussi un enjeu économique pour l'entreprise? Ouais, alors je dirais que c'est justement pas un contre-exemple, hein, c'est que il faut comprendre qu'on joue avec des règles qui sont établies, donc des règles où les entreprises, globalement, sauf les entreprises à mission qui commencent justement à éclore avec des prismes un peu différents, mais vont chercher de la valeur économique. Elles font ça dans des règles avec une législation, et donc j'y viendrai parce que c'est un driver fondamental, hein, pour développer la circularité. Mais peut-être pour répondre donc en deux temps à ta question, la première, c'est peut-être au-delà de pourquoi les premiers sont venus, mais pourquoi aujourd'hui les entreprises travaillent avec nous. Je dirais qu'elles sont poussées. Bon, déjà, si je prends le prisme macro, il y a 4 choses qui les poussent à faire ça. Leur chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'en fait, elles ont des potentiels risques de rupture d'approvisionnement liés au fait que les ressources ne sont pas en quantité infinie, qu'il y a des risques géopolitiques en plus associés. Donc, elles se rendent de plus en plus compte, notamment les entreprises industrielles, de la fragilité potentielle de leur chaîne de valeur amont, de se dire, tiens, si j'ai plus ou moins de ressources demain, ce qui va arriver, hein, il y aura, je sais pas, la demande en cuivre, par exemple, va être très largement supérieure à l'offre dans les prochaines années. Comment je fais pour m'assurer finalement que mon modèle puisse continuer à fonctionner? Et donc, quelle chaîne de valeur circulaire je mets en place pour récupérer le cuivre, par exemple? Ça, Ouais. c'est un premier facteur. Le deuxième, ça va être le facteur, je dirais, consommateur. Donc, c'est un peu la partie plus business model. C'est-à-dire, en fait, mon consommateur, s'il veut de la seconde main, si je ne suis pas capable d'en offrir, je passe à côté d'une partie de mon marché. Et on a vu, alors pour le coup, la seconde main avec l'explosion des Leboncoin, Vinted et compagnie, même si on pourra rentrer sur les effets rebonds et le fait que ce ne soit pas tout le temps de la circularité, mais au-delà de ça, les marques se rendent compte que finalement, ils ont une partie du business qui leur échappe. Et donc, elles se posent des questions, en tout cas, pour se réapproprier ça. Ensuite, il y a la législation, donc il y a un gros driver parce qu'on a des législations, notamment en Europe, qui sont assez novatrices autour de la circularité. Je te pose une petite colle, Ben, au passage. Tu penses que quel est le premier pays à avoir une législation sur la circularité? Je verrai un Nordics. Eh ben, c'est la Chine, tu vois, Ah ouais? 2006. Ouais, assez Ok. étonnamment. Donc la Chine, bon, après, qui prend le sujet de différentes façons, mais qui voit bien quand même l'intérêt, encore une fois, sur la partie souveraineté de matière, de mettre en place la circularité. Bon, je referme la parenthèse parce que c'est assez marrant de le savoir. Ouais. Mais en tout cas, la législation, c'est sûr qu'elle pousse. Et aujourd'hui, on a, je ne vais peut-être pas rentrer dans un niveau de détail, mais on a une législation, en tout cas, qui pousse de plus en plus vers la circularité à différents niveaux. Et ça, clairement, ça a fait bouger les entreprises. On le voit sur le réemploi en France, par exemple, puisqu'on a la chance en France d'avoir la loi AGEC, anti-gaspillage sur Ouais. l'économie circulaire. Et le dernier driver, je dirais, c'est la partie un peu plus les talents en entreprise. On voit bien que les entreprises qui se positionnent sur des sujets environnementaux, RSE au sens large, mais notamment sur la circularité, sont en capacité d'avoir des gens talentueux, motivés, qui sont là parce qu'ils sont intéressés d'être là. Et nous, on l'expérimente tous les jours chez Circulaire. On a la chance d'attirer des super talents qui sont extrêmement motivés, comme Paul à ma droite, ici présent, qui pourra peut-être me contredire ou pas, j'espère pas. Mais voilà un petit peu les 4 axes. Et je dirais que peut-être une tendance qui peut être intéressante pour tout le monde, c'est que quand même, on a assisté un peu à un essor des sujets RSE ces dernières années. Et depuis un an et demi, on sent clairement un recul, une sorte de backlash écologique, comme on entend beaucoup parler. Et on a l'avantage sur la circularité d'être tellement positionné sur des sujets qui sont liés au business quand même, qu'on arrive tout de même à transformer les groupes avec derrière un impact environnemental qui sera bien meilleur. Et avec cet axe souveraineté de matière, nouveau business model. Ok. Et alors, on va se faire un petit cas d'étude, si tu le veux bien. Mettons que demain, j'ai l'idée de monter une chaîne d'épicerie où je vais proposer des produits que je produis moi, type marque distributeur, hein, qu'on peut les connaître, et puis je vais revendre aussi des produits d'autres marques. Et j'ai envie de mettre le pied à fond dans la circularité. C'est quoi les chantiers que vous mettez en place chez Circulaire avec un client comme moi qui ne connaît pas grand-chose, mais qui a la bonne volonté de faire les choses correctement? Alors, on est d'accord, épicerie, donc tu vas être uniquement food, hein, dans Ouais, ton cas. Donc food,
je dis ça parce qu'il y a une grosse nuance entre les biens consommables, donc typiquement la food, la cosmétique, etc., et les biens non consommables, qui vont être plutôt des biens hardware, électroménagers, etc., qui vont vraiment avoir des business models qui vont être très différents. Ok. Sur les biens consommables, en fait, tu vas avoir toute une partie qui est une forme de cousin de la circularité, c'est-à-dire comment déjà tu vas produire tes produits. Donc, donc, tu vas faire appel, si tu veux faire les choses de la meilleure manière possible, à des sujets comme la permaculture, l'agroforesterie, etc. Donc, en tout cas, sur ton sourcing de matière, tu vas avoir un énorme focus là-dessus. Nous, clairement, ce n'est pas quelque chose sur lequel on va pouvoir t'accompagner parce qu'on n'est pas expert des sujets agri. Donc, on va plutôt t'orienter sur cette partie-là qui est quand même hyper importante sur l'impact, plutôt vers des sujets de transition agricole. Ok. Nous, ce qu'on va pouvoir toucher, c'est plus la partie qu'il y a autour de tes produits, donc évidemment les contenants, Ouais. mais aussi la fin de vie potentiellement de tes produits, donc l'anti-gaspi. Je dirais que ça va être tes deux grands axes, c'est-à-dire que comment tu vas distribuer tes produits en utilisant le moins de ressources possible, donc globalement en faisant du réemploi d'emballage, potentiellement en faisant du vrac. Donc toute cette partie-là qui va être très focus sur l'emballage, sachant que ça peut être ton emballage primaire, mais aussi tes emballages secondaires, donc tes emballages pro, entre la personne qui va t'alimenter en poireaux et toi, tu peux faire appel à des solutions type Pandobac qui vont te permettre d'utiliser des emballages réutilisables. Et ensuite, tu vas avoir effectivement la partie anti-gaspi, ou faire en sorte que tu doses au mieux évidemment tes approvisionnements pour avoir le moins de pertes possible, et que quand tu as des pertes, tu trouves des solutions. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais tu en as plein différentes qui font en sorte que tu réduis les pertes au maximum, potentiellement tu donnes à des associations, etc., etc. Donc je dirais que c'est les deux grands axes que je prendrais dans ton cas. Et alors peut-être l'extension un peu de l'exercice, c'était de comprendre un petit peu, en fait, l'économie circulaire, tu dirais que ça crée des nouveaux métiers ou que c'est plutôt des métiers qui viennent se transformer, comme on peut le voir avec la RSE, par exemple? Je dirais qu'il y a un peu des deux. Alors clairement, il y a une transformation globale des métiers. Et j'aime bien faire le parallèle avec ce qu'on a vécu avec la transition digitale, même si elles ne servent pas du tout les mêmes dessins. Mais la transition digitale, finalement, elle est transmétier, quoi. La manière dont on travaille aujourd'hui, la preuve, on est en train de faire le podcast en visio. C'est pas du tout la même que ce qu'on aurait fait il y a 30 ans. Et en fait, ça a transformé la manière de faire du marketing, des achats, des RH, etc. Et en fait, la circularité, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que on va faire des achats différemment, on va designer différemment, on va faire du marketing différemment, même de la finance différemment. Donc en fait, tous les métiers viennent se transformer. Donc ça, déjà, c'est un premier constat. Donc ça veut dire que quoi que la personne fasse dans l'entreprise, à condition que l'entreprise évidemment s'engage vers des sujets de circularité, il y aura un impact à avoir. Et concrètement, dans nos coalitions, par exemple, on a un chef de projet qui souvent peut venir de la RSE, qui ensuite va mobiliser des fonctions business ou des fonctions support qui vont avoir un rôle à jouer dans la transformation du projet. Et ensuite, je dirais, il y a quand même quelques métiers qui sont des nouveaux métiers, ou alors plus exactement des nouveaux anciens métiers. Et typiquement, la circularité, en fait, on comprend qu'on produit un peu différemment, on vend un peu différemment, et puis surtout ensuite, on va devoir récupérer la matière en local, la nettoyer, la laver, la réparer. Et donc, c'est là où on va avoir besoin de beaucoup de main-d'œuvre aussi, notamment sur la réparation, si je prends l'exemple. Fnac Darty, je ne sais pas si vous connaissez leur offre Darty Max, là, Ouais, qui est quand même, pour le coup, c'est un succès business, hein, ouais, 2 c'est millions incroyable. d'utilisateurs, sur un modèle d'abonnement versus de la vente. Bref, donc Vincent Gufflet, d'ailleurs, le CEO de Darty, est intervenu dans plusieurs de nos différents format pour en témoigner. Et il disait, c'était hyper intéressant, lui, il est COO de Darty, donc il a des enjeux qui sont hyper vastes, mais son enjeu principal, ça a été de trouver en fait des réparateurs, parce que pour que Darty Max fonctionne, on a besoin d'avoir des réparateurs en face. C'est des compétences qu'on n'a plus forcément. Et donc, encore une fois, je prends cet exemple-là, il y en a d'autres. Il y a la transformation des métiers actuels et l'émergence ou la réémergence de certains métiers en marge. Hyper intéressant. Je vais prendre une question, celle de Damien qui est intéressante. Il demande: «Est-ce que vous avez un exemple de projet accompagné dont vous êtes fier?» Ouais, on en a heureusement pas mal. Merci pour la question. Euh, je vais en citer peut-être allez, deux. Un qui est plus. En fait, ce qui est compliqué dans notre métier, c'est que sur le conseil classique bilatéral, il y a beaucoup de choses qui sont confidentielles, donc on est assez limité dans ce qu'on peut raconter. Je vais quand même raconter des trajectoires sur lesquelles on a eu un impact relatif, on va dire. Mais si je prends l'exemple de Decathlon, par exemple, Decathlon,
en 2018, on a pris donc, leur PDG à l'époque, Michel Abalea, et on est parti donc 3 jours aux Pays-Bas en learning expédition. Donc, c'est un format qu'on proposait à cette époque-là pour voir des projets d'économie circulaire. Donc, on allait voir notamment Patagonia, qui est un de nos partenaires du Tour du Monde, Interface, qui est une entreprise américaine de moquettes, qui était en tout cas vraiment un exemple sur le sujet. Et ça a permis pendant 3 jours de réfléchir au modèle de Decathlon et la manière dont ça pouvait évoluer, notamment sur cette partie réparation, location, seconde main. On a fait ça ensuite avec le Comex France. Bref, on a pas mal travaillé avec différentes marques de Decathlon. On n'a pas été les seuls, hein, et peu à peu, Decathlon s'est quand même transformé. Je crois qu'aujourd'hui, ils annoncent 500 millions de chiffre d'affaires liés à de la circularité. Et du coup, ça, je trouve que c'est quand même intéressant de voir une entreprise qui n'est pas nativement circulaire, qui arrive à peu se transformer. Alors, c'est pas facile, il y a beaucoup de freins, on pourra rentrer dans le détail, je ne sais pas si on aura le temps, mais je veux dire, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Néanmoins, c'est quand même une trajectoire qui est hyper positive. Et le gros avantage, c'est que je trouve que en 2016, quand on est rentré, on prenait toujours les mêmes exemples sur la circularité. C'était soit des entreprises nativement circulaires, Fairphone par exemple, qui est une entreprise de téléphone modulaire. Ouais. Bref, et c'est un peu toujours les mêmes. Et aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir des grands groupes qui s'emparent des sujets. Donc, Decathlon partiellement, Renault avec la Refactory Futurism Neutral, ils font 1 milliard de chiffre d'affaires quand même liés sur de la circularité. Ah ouais. Ouais, Fnac Darty. Bon, bref, tu as quand même des trucs maintenant qui sont à échelle et qui sont en train, et c'est ça qu'on essaye de faire, hein, c'est que ça pénètre le cœur de l'économie, en fait, que ce soit plus quelque chose en marge, qui soit traité en parallèle. Donc ça, c'est une première dynamique et projet sur lequel on a travaillé que je trouve intéressant. Et ensuite, on a les projets dont nous, on peut parler parce qu'on est maître du coup du tempo, c'est tous nos projets de coalition. Donc, on gère 12 coalitions aujourd'hui. Je vais peut-être en citer 2. Une sur l'industrie circulaire. Donc, on a réuni une douzaine d'industriels français. On est soutenu par la DGE, donc le ministère de l'économie. Et on fait ça en partenariat avec le commissariat à l'énergie atomique. Donc déjà, on a un pôle de départ qui est hyper intéressant et complémentaire. Et en fait, on a réuni ces industriels pour travailler justement sur la souveraineté des matières, que ce soit franco-européenne, je dirais, avec un prisme français, mais quand même, clairement, on doit traiter ce type de sujet à minima au niveau européen, avec pour objectif justement de trouver des solutions de circularité qui vont nous permettre de moins être dépendants de l'approvisionnement en nouvelles matières premières. Et donc ça fait 1 an, on a la 2e année qui se lance, on a des nouveaux industriels qui nous rejoignent, donc le groupe est en train de grandir. Et on a donc le lancement de la nouvelle année là, le 10 février prochain au ministère de l'économie. Donc ça, je suis hyper fier de voir ce qu'on arrive à faire. C'est encore plus facile pour moi parce que je n'ai rien à voir avec ce projet-là, donc ce n'est pas du tout moi qui le traite en interne de le dire. Et l'autre projet, quand même, pour revenir rapidement, et je ne vais pas trop en parler parce que peut-être que Paul y reviendra parce que c'est lui pour le coup qui s'en occupe, c'est qu'on a fédéré une vingtaine de marques cosmétiques pour tester le modèle de réemploi, alors en pré-emballé, c'est-à-dire que une marque cosmétique vend une crème, elle part chez le consommateur la ramène en point de vente, on l'emmène chez un laveur, elle repart chez la marque, il re-remplit. Ça s'appelle le pré-emballé, il y a différents modes de réemploi. Et donc, on a réussi justement à fédérer ces 20 marques, donc, pour leur mettre le pied à l'étrier sur le réemploi, qui est déjà, je pense, un premier succès dont on était hyper fiers. Et ensuite, à réussir à développer ça dans une centaine de points de vente, dans différentes typologies de points de vente, pour tester justement en mode réel ce schéma-là, qui est quand même un des points de la circularité qui a développé dans les prochaines années. Et donc là aussi, moi, je suis hyper content de voir ce que Paul et les équipes peuvent faire là-dessus pour faire passer à échelle ce sujet qui arrive à un moment critique justement de son développement. Bah, trop cool. Merci beaucoup, Jules, déjà de nous avoir partagé tout ça. Puis bah, tu me fais une très bonne transition parce on va parler à toi, Paul, un petit peu plus sur la partie métier. Je le disais tout à l'heure, tu es un ancien mentoré de Gaia Connect. Hein, tu as été un de nos premiers mentorés il y a quelques années maintenant. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ton parcours et rembobiner un petit peu pour savoir ce que tu faisais avant Circulaire? Et surtout, c'était quoi le déclic qui t'a fait dire, bon allez, faut que je bouge là? Oui, bien sûr. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous et merci Ben pour cette invitation. Donc, je suis ravi de pouvoir vous témoigner un petit peu de mon parcours. Donc, moi, j'ai commencé ma carrière en Allemagne. J'ai travaillé pendant 1 an et demi pour un acteur de la literie en ligne qui s'appelle Emma, où j'étais sur la chefferie de projet stratégique pour la marque en France, mais aussi pour des projets transverses en Europe. Et par la suite, je suis rentré à Paris pour être dans un cabinet de conseil qui s'appelle OnePoint, pour lequel j'ai travaillé pendant 2 ans sur des sujets de transformation, des sujets de stratégie et d'innovation. Et donc force de cette expérience-là, j'ai fait un petit peu le point parce que je sentais qu'il y avait une forme de démotivation sur mon métier. Et ça, je l'ai vu par 3 gros éléments. Le premier, c'était que je ne trouvais pas de sens dans le quotidien de mon travail. Je trouvais que j'accompagnais sur des missions qui me
pour lequel la transition écologique sur les sujets même sociaux n'était pas du tout considérée. Et donc, je sentais qu'il y avait un décalage entre moi, mon engagement personnel et aussi les changements que je pouvais opérer dans ma vie personnelle, de réduire ma consommation de viande, d'arrêter de prendre l'avion, ce genre de choses, où je m'intéressais aussi à l'information et au sujet sur l'écologie. La deuxième chose, c'était que je trouvais que dans des manières de fonctionner propres aussi au conseil dans des grandes structures qui me correspondaient pas non plus. C'est vrai que je trouvais qu'il y avait un gros manque de bienveillance et pas forcément une vision collective des objectifs, de pouvoir avancer ensemble. Et le troisième point, c'était qu'avec ces deux premiers points, finalement, je sentais que je n'étais pas forcément très efficace et donc j'avais du mal à être fier de mon travail puisque j'étais démotivé avec ça. Et donc, je me suis dit que c'était le moment de changer, d'être un peu plus aligné entre mon travail et mon engagement personnel. Et donc, très vite, l'économie circulaire, c'est venu comme une des options qui m'intéressait le plus, parce qu'il y avait à la fois quelque chose que je trouvais très concret dans l'économie circulaire. Il y a beaucoup d'exemples qui sont pris qui sont du bon sens, avec le fait de réduire effectivement ces déchets, des choses qu'on peut transposer aussi à notre quotidien et notre manière de gérer propre nos ressources et nos déchets. Et il y avait aussi un aspect écosystémique parce que souvent, ça englobe beaucoup d'acteurs, des grands, des gros, des acteurs publics, des acteurs privés, et pas forcément aussi propres à chaque industrie, mais ça peut être des sujets qui sont parfois très transverses. Et donc, je trouvais ça très intéressant d'avoir une vision écosystémique comme ça. Et donc, c'est pour ça que je me suis intéressé de près à l'économie circulaire et qu'avec cette idée en tête, j'ai commencé le mentorat Gaia Connect. Et toi, comment il s'est fait ce pas vers aujourd'hui ton poste? Est-ce que tu as dû te reformer? Est-ce que, ça a été quoi les étapes, en tout cas, de ce cheminement avant d'arriver chez Circulaire? Ouais, je pense que ça, c'est assez important, effectivement, pour celles et ceux qui nous écoutent. La première chose que j'ai fait, c'était surtout de bien comprendre ce qui me correspondait. Et je me posais un petit peu la question de est-ce qu'aujourd'hui, je veux travailler sur des expertises que j'ai développées dans le début de ma carrière, ou est-ce que je veux faire un virage différent? Il y a beaucoup de manières de le faire, c'est-à-dire qu'on peut garder son métier et le faire évoluer vers une organisation qui a un peu plus de sens, ou alors potentiellement se reformer effectivement. Moi, j'ai trouvé plutôt un entre-deux, ou dans le sens où ce que j'ai compris, c'est que je pouvais mobiliser mes compétences de consultant, même de gestion de projet, de suivi de projet, pour les mobiliser dans des structures qui sont capables d'apporter quelque chose de plus vertueux. Et donc, en fait, je me suis beaucoup formé sur le sujet de l'économie circulaire, donc plutôt sur le fond, en sachant que la partie gestion de projet et conseil, j'avais commencé à devenir de plus en plus expert. Et donc, je me suis formé à l'économie circulaire. Je suis devenu animateur de la fresque de l'économie circulaire. Ouais. Et j'ai bossé sur quelques MOOC aussi pour monter en compétences et découvrir un peu les concepts que Jules a bien présentés sur l'écologie industrielle et territoriale, sur l'éco-conception, sur tous ces enjeux et toutes ces manières de présenter. Et donc, ça a permis quand même d'être un peu plus sensible à ces sujets-là et de aussi suivre un petit peu l'actualité autour de ces sujets-là. Alors, tout à l'heure, vous l'avez dit, vous êtes une quarantaine chez Circulaire. Ouais. Bon, là, on en a 2. Donc, si je regarde les 38 autres, si tu regardes un peu peut-être leur parcours, est-ce que tu dirais que la grande majorité s'est quand même formée à un certain niveau sur l'économie circulaire pour transitionner? Ou est-ce que finalement, c'est des gens qui ont, un peu comme toi, réutilisé l'existant de leurs compétences et qui sont peut-être un petit peu adaptés dans leur métier pour rejoindre des missions comme vous pouvez les remplir chez Circulaire? Je dirais, et sous le contrôle de Jules, qu'on a une grande complémentarité au sein des équipes. Déjà, sur les formations initiales, on a des gens qui ont des parcours universitaires ou en sciences politiques, des parcours d'ingénieurs et des parcours plutôt en école de commerce. Ce qui fait que rien que déjà sur cette base-là, on a beaucoup de complémentarité et des compétences qui sont diverses, mais qui sont bien pratiques sur des sujets qui sont parfois très larges. Ouais. Et donc, pour certains, ils se sont formés ou ont travaillé directement dans le secteur lié à l'économie circulaire ou aux sujets environnementaux de manière plus large. Et d'autres ont le même parcours que moi, c'est-à-dire qu'on travaillait plutôt dans le domaine du conseil ou de la formation et ont donc pu se former sur les compétences liées à l'économie circulaire. Et donc, il y a un mix un petit peu des deux, et ce qui fait qu'il y a un équilibre qui est plutôt maintenu
pour avoir des compétences qui viennent s'ajouter sur des projets, que ce soit des missions de conseil, des missions de formation ou des missions de coalition. Ouais, donc c'est tout à fait accessible à quelqu'un qui aurait une formation, on va dire, plutôt classique et une expérience plutôt classique, de transitionner à un moment donné sur des postes dans l'économie circulaire. Effectivement, et je pense que ce qui compte avant tout, c'est d'avoir une forme de curiosité sur le sujet et une appétence quand même pour un sujet qui est très large et pour lequel il y a énormément de choses qui se font. Et je pense que c'est important, nous, on essaie de se maintenir au maximum au courant, puisqu'il y a des enjeux aussi qui sont liés au réglementaire et tous les pouvoirs publics qui nous permettent de développer l'économie circulaire, avec lesquels nous, on travaille. Et donc, ouais, il y a une curiosité qui est quand même importante aussi à avoir et qui permet de monter en compétences aussi. Et alors, du coup, c'est quoi ton job exactement? Et puis, je veux Ouais. bien que tu nous présentes aussi Coalition en même temps, comme ça, Oui. il y a toutes les missions. Alors effectivement, comme l'évoquait Jules, j'ai opéré un changement. Donc je suis arrivé en tant que consultant senior au sein de l'équipe conseil. Donc l'équipe conseil qui constitue une grosse partie de l'équipe et donc qui a un travail transverse, qui travaille sur des missions de conseil, des missions de coalition et des missions de formation. Et donc j'ai changé pour travailler maintenant uniquement, exclusivement sur les missions de coalition, avec effectivement beaucoup quand même de transversalité aussi dans ce qu'on fait, donc avec beaucoup de liens avec les autres équipes. Mais puisqu'on développe davantage ce pôle-là qui est à peu près la moitié de notre activité aujourd'hui. Et donc les missions de coalition, donc c'est l'animation la gestion de groupes de travail qui sont généralement avec des acteurs du même secteur, d'une même industrie, et qui développent des projets d'économie circulaire pour rendre concret et rendre tangible des pratiques circulaires au sein de l'industrie, afin de les transformer. Ok. L'idée, c'est de rassembler un maximum d'acteurs autour de la table pour travailler. On a à la fois des coalitions de réflexion. Donc, quand Jules parlait de l'industrie circulaire, la première saison a été plutôt similaire à un think tank. On a réfléchi aux différentes actions, puisque l'industrie, il y a énormément de sujets d'économie circulaire à traiter. Il y avait un enjeu de priorisation, un enjeu aussi de prendre conscience du contexte et des contraintes, qu'elles soient réglementaires, mais aussi physiques et environnementales sur le futur, qui aideraient à prioriser ce type de projet. Et on a aussi des coalitions d'actions qui sont plutôt des mises en pratique. Donc, on évoquait la coalition autour des cosmétiques avec les différentes verticales qu'on a développées. C'est une coalition qui est, donc là-dessus, on a un suivi plus opérationnel, avec toujours cette dimension concrète et stratégique pour laquelle on essaie de modéliser et projeter ce que pourrait être l'expérimentation à l'échelle et du coup avec un système plus large. Trop cool. Bah, écoute, on va passer aux questions à tous les deux. Donc, qui veut répondre. Mais pour un peu continuer sur la partie métier, aujourd'hui, c'est quoi les compétences clés qui sont les plus recherchées de façon générale dans l'économie circulaire, dans les métiers de l'économie circulaire? Et deuxième question dans la question, c'est quoi les compétences transférables principales quand vous recrutez, par exemple? Alors, ce que j'allais dire, parce que en fait, très largement dans la circularité, c'est hyper compliqué de te répondre sur ce qui est le plus recherché. En fait, ce qui est le plus recherché, c'est les réparateurs, hein. Franchement, Ouais. c'est un truc qui manque. C'est très il n'y a pas de transfert si tu n'as pas appris à réparer. Donc, ça, pour le coup, c'est vraiment, ça intéresse des gens sur un aspect plus manuel. Après, si je l'applique à nous, en fait, on va, comme disait Paul, déjà, au début, quand on a lancé Circulaire, on ne pouvait pas trouver des gens on ne pouvait pas trouver. Alors, je vois en parallèle qu'on nous donne des consignes sur la caméra, donc je vais shifter. On fait un ordinateur pour deux, hein, pour utiliser le moins de ressources. Du coup, ce qu'on va regarder, c'est on va regarder quel est notre besoin, tu vois, en termes de compétences. Donc, tu vois, Paul le disait, par exemple, on a besoin d'avoir des gens qui ont des compétences conseil. Et c'est hyper intéressant pour nous d'avoir des gens, et c'est le cas de pas mal de personnes chez nous, hein, des gens qui ont fait le BCG, qui ont fait soit des grands cabinets de conseil, par exemple, soit des conseils qui viennent de conseils spécialistes en RSE. Donc, on a un peu un mix des deux. Évidemment, le Graal pour nous, c'est quelqu'un qui aurait à la fois les compétences conseil, à la fois une bonne compréhension du marché. Néanmoins, c'est très fréquent pour nous de prendre des gens qui ont plus une compétence métier, que ce soit sur la formation, le conseil ou autre, qui ont une grosse appétence personnelle et une vraie passion pour la circularité et les enjeux environnementaux et sociaux au sens large, et qu'on va venir nous former sur les sujets de circularité.
Au départ, c'était quasi impossible de trouver les deux de toute façon parce que en fait, ça existait quasiment pas. Et maintenant, ça commence un petit peu. On a quelques profils effectivement qui arrivent à allier les deux. Clairement, pour nous, quand les deux se rencontrent, bah, c'est parfait et c'est encore mieux. Néanmoins, ça nous fait pas du tout peur de prendre quelqu'un qui a plus des hard skills, on va dire, métier, et qu'on va venir, nous, faire monter en compétence sur les sujets de circularité. Alors, je vais prendre, parce qu'on a beaucoup de questions qui arrivent en même temps. Je ne sais pas si on pourra tout prendre, mais je vais prendre celle de Damien qui colle à ta réponse. Aujourd'hui, les opportunités d'emploi dans l'économie circulaire, est-ce qu'elles sont plutôt côté cabinet de conseil, côté collectivité, côté entreprise? Tu veux vraiment Vas-y, mais je pourrais compléter si tu veux. Comme tu veux. Alors, déjà, je dirais que l'année dernière, ou même plutôt il y a 2 ans, avec la CSRD, etc., il y a eu quand même une explosion des emplois sur le sujet, ce qui est génial. On a quand même eu un petit recul. Donc, on voit qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué quand même sur nos sujets, je pense, de trouver des métiers qu'il y a 2 ans. Néanmoins, il y a encore tout plein d'opportunités. Typiquement, bah, nous, on a encore pas mal recruté cette année. Mais je dirais que globalement, il va y avoir des opportunités dans toutes les typologies d'organisations. Organisations publiques, organisations privées, cabinets de conseil, éco-organismes aussi, qui sont des gros acteurs de la circularité, qui ont de plus en plus de moyens et qui, eux, embauchent beaucoup aussi. Donc, je vous invite à regarder, qui ont un rôle majeur dans l'écosystème. Donc, je vous invite à regarder aussi ce qu'ils peuvent faire. Éco-organismes, c'est ceux qui collectent les éco-contributions des metteurs en marché pour organiser la collecte. Typiquement, sur les emballages, c'est Citeo et l'Eco, d'ailleurs, sont concurrents, qui vont fédérer la poubelle jaune, quoi. Enfin, alors, je fais un énorme raccourci, mais c'est juste pour que les gens aient en tête, on va dire, le rôle des éco-organismes, qui va bien au-delà de ça, notamment sur les sujets de circularité, de réduction, de réemploi, etc. Mais donc, ouais, je dirais que ça vaut le coup, en fonction ce que je pourrais recommander, du coup, c'est qu'en fonction de vos compétences hard skills, de vous tourner vers le type d'organisation qui pourrait vous correspondre à minima plus facilement, et que dans ces organisations, de toute façon, encore une fois, collectivité, grands groupes, start-up, il y a des besoins en circularité qui sont de plus en plus prégnants et qui vont avoir besoin de personnes qui soient formées, compétentes. Alors encore une fois, avoir des personnes formées sur la circularité, c'est hyper rare parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc vous pouvez aussi vous former. Bref, je comprends tes questions aussi derrière. Mais en tout cas, pour conclure, parce que pardon, ma réponse est un peu longue, mais j'irai voir un peu sur tout type d'organisation en fonction de ce qui vous ressemble le plus. Pardon, vas-y, Paul. Compléter là-dessus, peut-être pour avoir une vision aussi. Aujourd'hui, le conseil en RSE, peut-être que la conseil en RSE, c'est peut-être une brique plus large que le conseil en économie circulaire qui est davantage spécifique. Se porte pas forcément très bien. Il y a plusieurs signaux qui ont montré qu'il y avait certains cabinets de conseil qui sont en difficulté. Là où nous, on a un peu plus d'optimisme sur l'économie circulaire, c'est qu'il y a des enjeux de résilience et de robustesse qui sont quelque chose qui sont priorisés par les grands groupes et aujourd'hui ceux qui nous réclament aussi du travail. Et finalement, on s'aperçoit que ces enjeux-là qui sont importants et dont l'économie circulaire permet de répondre. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une sorte de... Là-dessus, il y a malgré tout quelque chose de relativement positif par rapport à ça, même si d'un point de vue assez concret sur le conseil en RSE, il y a peut-être un peu plus de recul et moins d'embauche qu'il y a quelques temps. Ouais. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir ça en tête. Et c'est aussi le cas et c'est aussi transposable au sein des associations, au sein des grands groupes qui aussi, face à certaines contraintes réglementaires, embauchent aussi pour pallier et commencer à prévoir l'avenir sur ces enjeux-là. Alors, je vais reprendre. Il y a Rémi qui a posé une longue question. Je vais essayer de la condenser. Comment est-ce que, parce qu'il y a le sujet de transitionner, mais il y a aussi le sujet de transformer sa propre boîte également. Je colle ma question à la sienne, mais je pense que les deux sont liés. Comment est-ce qu'on rend ça sexy, l'économie circulaire dans sa propre boîte, quand on n'est pas aligné avec le mode de fonctionnement et qu'on pense qu'on peut faire beaucoup mieux si on s'y mettait un peu tous? Ouais, je peux commencer si tu veux. Globalement, en fait, ce qui est sûr, c'est que nous, depuis le début, avec Raphaël, on a toujours dit make circular economy sexy. Tu vois, donc, je veux dire, ta question, elle colle complètement à ce qu'on pense être intéressant. En fait, il faut montrer. Alors, je dirais qu'il y a quand même deux dynamiques. Donc, nous, depuis le début, on s'est toujours dit ça. Tiens, il faut montrer l'économie circulaire, à quel point c'est attrayant, quels sont les avantages. Et donc, en fait, pour convaincre en interne, en fait, il faut parler le langage de l'interne, très, très clairement. Si tu parles pénurie de ressources, en fait, tu parles de risque sur la chaîne de valeur. Et du coup,
tu parles de risque sur la chaîne de valeur, là, tu as l'oreille des dirigeants parce qu'ils se disent, attends, comment ça risque? Personne ne veut ne plus pouvoir produire parce que sinon, ils vont avoir des problématiques business majeures. Ouais. Donc, en fait, donc ça peut être un argument. Un autre argument, c'est il y a une partie du marché qui nous échappe, donc ça peut être un autre argument. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que nous, à chaque fois, on sait qu'on veut mettre de la circularité, on sait pourquoi on veut le faire, parce que ça va permettre de réduire l'impact sur les limites planétaires. Ça va permettre d'avoir des organisations qui puissent vivre de manière plus durable, avec des business models plus résilients, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, on adapte notre discours à nos interlocuteurs pour trouver les bons arguments qui vont faire qu'ils vont adopter nos modèles. Et donc, il y a un peu l'aspect carotte, sexy. Il y a quand même l'aspect un peu bâton qui fonctionne aussi assez bien. Juste une dernière chose sur l'aspect sexy, c'est quand même un peu le côté un peu moutonnier des grands groupes, sans être péjoratif, mais c'est-à-dire que quand leurs pairs le font, ils ont envie de le faire. En fait, le meilleur argument que tu peux avoir pour entraîner quelqu'un, et c'est pour ça que le modèle de coalition marche assez bien. Tiens, tes 2 plus gros concurrents, ils le font. Attends, mais pourquoi j'y suis pas? Et je viens aussi. Ça, c'est quand même un gros argument aussi. Le FOMO. Oui, en interne. Le FOMO, c'est majeur sur la manière de convaincre. Ça ne suffit pas, évidemment, mais pour créer un peu le premier mouvement, ça fonctionne hyper bien. Et ensuite, il y a l'aspect un peu plus carotte, plus bâton, qui est la législation. Et en fait, on se rend bien compte que ça, c'est un peu un constat qu'on faisait. Il y a la Fondation Ellen MacArthur qui travaille sur les sujets de circularité depuis très longtemps en Grande-Bretagne et qui fait beaucoup d'influence sur le sujet. Et en fait, on se parle très régulièrement avec eux et notamment, on faisait un point, 10 ans après nos premières discussions. En fait, on disait, en fait, le mieux, c'est quand même le lobby. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est quand il y a une législation qui passe, au moins, il n'y a plus de discussion et on est obligé de faire de la circularité parce qu'en fait, sinon, on n'est pas aligné avec la loi et donc on risque des sanctions, de ne plus pouvoir être sur le marché, etc. Donc ça, c'est quand même un sujet qui est hyper important, sur lequel d'ailleurs nous, de plus en plus, on a de l'impact, puisque via nos coalitions, en fait, on arrive à représenter des industries d'une certaine manière, et donc les différents ministères et même l'Union européenne, la Commission européenne sont intéressés par les points de vue qu'on peut avoir. Et d'ailleurs, j'en profite pour partager une actualité. On est rentré cette année, alors sur la circular economy, sur la plateforme des parties prenantes de la Commission européenne à l'économie circulaire. C'est un peu pompeux, mais ça veut dire on est 24 institutions, donc ONG et entreprises européennes, donc on est la seule entreprise française, pour pouvoir faire remonter justement des feedbacks sur la manière dont la loi évolue sur l'économie circulaire, et pour pouvoir avoir une loi qui soit la plus ambitieuse possible et qui colle aussi le plus possible aux enjeux du terrain. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais te répondre. Paul? Je n'ai pas forcément grand-chose à rajouter, mais effectivement, on peut voir aussi qu'il y a une dimension business et qu'il y a parfois faire de l'économie circulaire, c'est aussi avoir une autre proposition de valeur qui peut être complémentaire avec la proposition de valeur qui est actuelle et qui parfois peut être en déclin. Et effectivement, quand tu prenais l'exemple de Decathlon au départ, c'est aussi des nouvelles lignes de chiffre d'affaires et donc ça rend ça très sexy. Ça donne des raisons supplémentaires, par exemple pour Decathlon, d'avoir des consommateurs qui viennent peut-être plus fréquemment au magasin, qui vont avoir une autre approche, un contact aussi humain qui est plus sympa et donc qui bénéficie aussi à l'image de marque. Et donc, il y a quand même des externalités positives dans le développement de certains business models circulaires qui changent aussi parfois certains rapports et donc qui améliorent. Alors, effectivement, là, on a un exemple qui est très B2C et donc qui est très parlant, mais en tout cas, il y a aussi ces opportunités business, ces leviers-là qui sont intéressants et qui sont à mettre en avant et qu'on essaye de faire, notamment en faisant des comparaisons justement avec d'autres acteurs et pas toujours en France. Moi, le premier, le fourgon, moi je suis consommateur du fourgon et pour moi, c'est un vrai argument de vente que l'emballage soit réutilisé, enfin l'emballage, les bocaux soient réutilisés. Et surtout, pour le point de vente, c'est du footfall. Donc, c'est des clients qui reviennent en magasin pour redéposer les contenants. Et effectivement, je trouve que c'est des opportunités hyper intéressantes pour toute la chaîne de valeur. Alors, on a pas mal de questions autour de la formation. Alors, sans vous fâcher avec personne, est-ce qu'il y a des formations que vous recommandez ou des MOOC que vous allez recommander qui sont assez cool et qui permettent de comprendre un peu mieux l'économie circulaire ou de se former un peu plus dans le concret? Tu veux que je commence? Ouais, je vais commencer du coup. Alors, moi, prendre mon expérience personnelle et je pense que c'est pas forcément exhaustif ce que je vais proposer et il y a beaucoup de choses qui se font, mais effectivement, c'est très intéressant de regarder les travaux de la Fondation Ellen MacArthur parce que pour le coup, sur la définition de l'économie circulaire et de ces grands concepts, ils ont été pionniers et ils sont
Ils sont très intéressants et donc c'est beaucoup de choses sur lesquelles vous pouvez apprendre en passant juste une demi-journée sur leur site et en parcourant ce qu'ils font. Il y a des MOOC en français, donc ceux de l'ADEME, il y a deux ou trois MOOC en lien avec l'économie circulaire, les sujets de ressources et de criticité notamment qui sont très intéressants. Ouais. Et un MOOC que j'ai suivi, que je trouve assez pertinent parce qu'il est adapté aux organisations, un MOOC de l'ESSEC sur l'économie circulaire qui est fait par donc la chaire économie circulaire présidée par Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, et donc aussi qui permet aussi d'avoir la transposition et une vision aussi conseil du sujet. C'est pas des formations, donc c'est des MOOC, donc c'est plutôt des formations qui permettent de monter en compétences, mais on n'a pas forcément je pense, de suggestion de formation certifiante en lien avec l'économie circulaire, mais on voit qu'il y en a qui se développent. Même très récemment, on a vu qu'il y avait des formations en lien avec la criticité des matériaux, qui est une expertise que nous, on adresse et des sujets qu'on adresse beaucoup, qui a vu le jour à l'école des ponts et des chaussées, en partenariat avec Polytechnique, il me semble. Trop cool. Et toi Paul, Jules, pardon, tu as des... Ouais, non, mais comme disait Paul, en fait, je pense qu'il y a des contenus sur l'économie circulaire qui se démultiplient un peu partout. Alors, encore une fois, je pense que tu as évoqué les MOOC. Sur LinkedIn, il y a des gens qui publient du contenu sur l'économie circulaire qui peut être intéressant. Alors, nous, on a une formation sur l'économie circulaire en micro-learning, plutôt accessible à entreprise, mais justement qu'on a voulu ludique, où tu vas d'île en île découvrir un peu les concepts de la circularité, qui s'appelle l'Odyssée circulaire. Bref, en tout cas, t'as pas mal de choses qui sortent. S'il y a des gens qui veulent aller un peu plus loin, on a aussi un format de formation, mais il y a pas mal de gens qui le proposent. Hein. Le but, c'est pas en pousser un plus qu'un autre, parce que je ne saurais pas être objectif là-dessus, mais qui te permet, en 6 demi-journées, on va dire, vraiment d'aller beaucoup plus loin sur les concepts de circularité. Ok. Tiens, on a Delphine qui nous parle de la presse de... Ouais, c'est absolument. Trop cool. Et alors, on arrive un peu sur la fin de l'épisode. Est-ce que... conseil peut-être pour toi, Jules, quelqu'un qui voudrait transitionner. Tiens, je vais faire le point avec une question qu'il y avait tout à l'heure. Quelqu'un parlait tout à l'heure de la communication et le marketing. Est-ce qu'il y a... Voilà, je suis directeur com marketing depuis quelques années. Est-ce qu'il y a un enjeu pour moi dans l'économie circulaire, tu vois, un métier qui n'a pas forcément à voir? Ce serait quoi ton conseil pour une personne qui a envie de s'engager autour de ces enjeux-là? Bon, je ne sais pas si tu as fait exprès, mais tu as choisi un sujet ça va être facile pour moi de répondre, parce que en fait, on a eu une coalition justement sur la communication circulaire. Donc, comment parler bien des sujets de circularité. Donc, pendant 1 an, avec une dizaine de grands groupes qui étaient partenaires. On a fait ça avec le partenariat de l'ADEME aussi, et on a publié un guide sur comment bien communiquer sur l'économie circulaire, qui est en open source, que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Je ne sais pas si on peut envoyer les liens, je te laisserai. Circule-r.com, et Johan va nous ajouter ça en dessous. Voilà, donc déjà, je vous invite à aller regarder le rapport qui est accessible. Et donc déjà, pour répondre, oui, absolument. Alors, les départements marketing et communication, ils sont majeurs. Alors, marketing notamment sur la constitution de l'offre, et communication sur la manière justement de délivrer les messages autour de la circularité. Et on voit à quel point c'est déterminant pour qu'un projet de circularité fonctionne en plus. Donc, c'est vraiment des métiers qui sont hyper importants. Et je pense que la manière de le gérer, ça peut être soit au sein des grands groupes ou au sein des différentes institutions de commencer à travailler sur ces sujets de communication circulaire, soit de rejoindre des agences qui proposent des accompagnements dédiés. On le voit de plus en plus. Et d'ailleurs, nous-mêmes, en interne, on a une experte sur la communication circulaire, et on commence à accompagner des groupes là-dessus, puisqu'on les aide à constituer des projets. Et à un moment, dans le cadre du projet, il faut bien pouvoir en parler. Et donc, on vient faire appel à ces expertises pour être en capacité de faire en sorte que le projet fonctionne le mieux possible. Et toi, Paul, peut-être plus sur le parcours de transition en lui-même. Ouais. Donc, on l'a dit tout à l'heure, tu es un ancien mentoré chez Gaïa, et puis maintenant, tu es du côté mentor. Ce serait quoi ton conseil, puisque c'est encore assez frais, ton conseil à quelqu'un qui veut transitionner? Je dirais c'est peut-être plus sur l'état d'esprit. Je pense qu'il faut prendre conscience que tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant n'est pas perdu, et justement essayer de capitaliser un maximum sur les connaissances, les expertises, les compétences qu'on a acquises jusque-là, et justement essayer de savoir les mobiliser, bien les lister, bien savoir en parler, et à partir de ça pouvoir voir
faire le point sur est-ce qu'on transitionne totalement ou est-ce qu'on bénéficie de ces compétences-là pour aller les mettre au service d'une économie plus circulaire, en tout cas plus durable, plus résiliente. Et donc, ouais, je pense que c'est plutôt un état d'esprit. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions et qui, du coup, au quotidien, souffrent un petit peu de cette absence de sens au sein de leur travail, mais plutôt voir ça comme un point de passage un peu peut-être en souffrance avant de justement essayer de développer ça de manière plus appréciable et plus alignée. Donc ouais, moi, je sais que c'est un peu une question que j'avais eue à un moment aussi. Enfin, j'avais peu d'énergie. Et le fait d'avoir relativisé par rapport à ça, à la fin, m'a permis quand même d'avoir une bonne énergie. Et à ce moment-là, c'est là aussi où les opportunités sont arrivées. Donc, peut-être une histoire de karma autour de tout ça. Bon, peut-être. On va conclure, enfin, avant de conclure, plutôt, on va se faire une petite séquence qui est un peu nouvelle dans Vista Podcast. C'est une séquence qu'on appelle mytho, pas mytho. Je vais vous poser des questions et vous répondez mytho ou pas mytho. C'est assez simple. Et vous avez le droit de rajouter une petite phrase derrière pour préciser votre propos si vous le voulez. Et ça peut être mytho et pas mytho si jamais on rentre dans une zone grise. Donc la première question, c'est le recyclage, c'est la solution ultime de l'économie circulaire. Facile. Mytho. Ouais. Okay. Peut-être juste dire que Circularn, on travaille très peu sur le sujet du recyclage, qui est effectivement, quand on parle de boucle de circularité, c'est vraiment la dernière boucle qu'on souhaite utiliser. Et donc, du coup, sur les sujets vraiment de fin de vie des déchets et de recyclage, on essaye de ne pas en arriver là et donc de maximiser tout ce qu'on peut faire pour prolonger la durée de vie et pour éviter d'arriver à ce stade de déchets. Ouais. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Exactement. L'économie circulaire ne concerne que les produits physiques, pas les services. Mytho. Alors, c'est mytho, du coup. Moi, je nuance, c'est mytho parce qu'en fait, les services sont un moyen de faire de la circularité. Néanmoins, tu fais circuler quand même les ressources. Donc, au final, tu appliques de la circularité sur des produits physiques. Donc, c'est pour ça que je modère le pur mytho. On en a déjà longuement parlé, mais bon, si quelqu'un arrive à ce moment-là de la vidéo, pour travailler dans l'économie circulaire, il faut absolument un diplôme d'ingénieur ou un master en environnement. Mytho. Damien, Ouais. Bon. Ouais, effectivement. Et puis même les métiers de l'économie circulaire, ça ne reste pas du conseil aux entreprises comme nous on propose. Effectivement, comme l'évoquait Jules, il y a énormément de métiers qui soit apparaissent, soit réapparaissent aussi. Typiquement, on peut penser à des cordonniers qui aujourd'hui, on voit une demande qui augmente, qui sont réinventés. Donc, il y a vraiment toute une sorte de métier autour de ces sujets-là qui voient le jour, en tout cas qui prennent de l'ampleur. Et donc, ça ne s'arrête pas au conseil aux entreprises. Et pour finir, passer à un job dans l'économie circulaire, ça veut forcément dire accepter une baisse de salaire. L'impact se paie au prix du pouvoir d'achat. Alors, peut-être pas mytho. Je ne sais pas comment je le résumerai, mais moi, je dirais que sur ça, c'est hyper dur de résumer à mytho, pas mytho. Ce qui est sûr, c'est que ça dépend d'où tu pars déjà. Si tu prends nous, c'est clair que tu compares circulaire à, je sais pas, BCG ou OnePoint ou d'autres grands cabinets de conseil. Clairement, tu prends une baisse de salaire quand tu viens chez Circulaire, puisqu'on fait le maximum pour pouvoir rémunérer au mieux possible. Néanmoins, on n'a pas les capacités financières de ces groupes. Néanmoins, je pense que les gens ils viennent chercher autre chose. D'ailleurs, je pense qu'on en est la preuve d'avoir des gens comme Paul, par exemple, qui ont quitté OnePoint pour venir chez Circulaire. Je pense qu'on offre quelque chose qui va au-delà du salaire, même si on essaie de faire le mieux possible sur cette partie-là, qui va être du sens dans ce que tu fais, un cadre de travail, je pense, qui est un petit peu différent, et puis une passion commune autour des métiers. Et je pense que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les gens, évidemment que c'est important le salaire, c'est évidemment pas quelque chose à mettre de côté, mais je pense que les gens aujourd'hui viennent de plus en plus chercher quelque chose qui va au-delà, et c'est le gros avantage qu'offre la circularité, c'est que ça permet justement d'aller chercher des gens qui sont motivés par autre chose et qui n'ont pas pour seul moteur la partie financière. Et 8 heures par jour, quand on y va à reculons, c'est long. Oui. Pour compléter, et sachez que je ne dis pas ça sous la contrainte, mais effectivement, je parlais d'un manque de bienveillance dans mon précédent poste, et ça aussi qui a été un des déclencheurs. Le cadre de travail aussi au sein d'une organisation qui est plus petite, mais qui a été pensée pour être justement avec beaucoup plus de bienveillance, un fonctionnement qui est vraiment responsabilisant pour tous les niveaux. Des personnes, donc des consultants juniors qui sont en stage chez nous, sont très vite autonomes, prennent des initiatives et sont
mettre de certains sujets. Et donc, effectivement, il y a une vraie confiance entre nous, il y a une bienveillance et un fonctionnement en équipe qui est super sympa et qui permet aussi cette joie quotidienne de venir au travail. Et mine de rien, ça joue aussi sur l'équilibre et ouais, le sentiment d'être accompli au travail. Bon, bah, donc un mytho, mais un petit mytho. Absolument. Pour conclure, est-ce que Circulaire a une actualité là dans les prochains jours, les prochaines semaines? Ouais, je vais peut-être en dire deux, puis je te laisserai voir toi si Paul, Ok. t'en as en tête. Ouais. Moi, une, alors c'est une actualité qui date d'un an, donc elle n'est pas hyper fraîche, mais j'ai oublié de la mentionner. En fait, chez Circulaire, on a fait rentrer Legrand au capital, donc le groupe Legrand, donc qui fait notamment vos disjoncteurs, vos prises Les électriques, interrupteurs, entre autres, mais ouais. aussi pas mal d'autres choses, qui a décidé du coup de rentrer au capital de Circulaire pour plein de bonnes raisons. Je pense que c'est un bon signal aussi autour de la circularité, de voir des grands groupes comme ça qui arrivent à avoir des visions long terme du sujet, parce qu'ils pensent que pour eux, ça va devenir un sujet prioritaire dans les prochaines années, qui est aussi un moyen pour eux de tester le modèle de conseil. Et pour nous, d'avoir la solidité d'un groupe du CAC 40 derrière nous, et notamment penser à une expansion européenne. Parce que je pense quand même que l'Europe peut être une super réponse autour de la circularité et que ce serait dommage de s'arrêter à une vision qui soit franco-française. Ouais. Ça, c'est la première pseudo-actualité pour hacker un peu ta rubrique. Et la deuxième, je dirais que le 6 février, donc là, pour le coup, on ne peut pas faire mieux en termes d'actualité. Ouais. Le matin, on aura un des événements de notre coalition historique qui s'appelle le Club Circulaire, qui réunit 300 personnes, 120 grandes organisations, différents ministères de l'économie, ministère de la transition écologique. Et donc, on se réunira justement à Bercy, au ministère de l'économie, pour parler d'économie circulaire et de business model. Ça montre bien qu'il y a tout un écosystème quand même qui se mobilise là-dessus et qui est preneur de faire progresser le sujet dans le bon sens. Donc, on vous suit sur LinkedIn ou sur les réseaux pour avoir le débrief de Absolument. Ouais. Exactement. Peut-être que je peux me permettre du coup de Vas-y, Paul. faire mettre aussi un peu de lumière sur les coalitions. Donc effectivement, c'est des sujets sur lesquels on peut plus parler et qui peuvent aussi intéresser les entreprises pour lesquelles vous travaillez ou qui sont proches de vos réseaux. Peut-être 3 actualités à vous partager. On est, comme le mentionnait Jules, en train de lancer une deuxième saison beaucoup plus concrète avec des groupes de travail spécifiques dans la coalition industrie circulaire. Donc les grands acteurs de l'industrie se réunissent pour travailler ensemble et réfléchir sur différents sujets. On parlait de criticité des matériaux et la raréfaction des ressources notamment, mais pas que. D'autres activités peut-être à vous partager sur des publications qu'on fait pour présenter les résultats de nos coalitions. Donc le travail sur la communication circulaire vous a été suggéré, donc vous pouvez le retrouver sur notre site. Et on va présenter également les résultats sur l'industrie cosmétique, donc l'expérimentation qui a duré quasiment 2 ans dans différentes typologies de magasins, autant sur du luxe, de la pharmacie et des magasins intégrés. Et les résultats de cette expérimentation vous seront partagés courant février, voire mars, et on proposera un webinaire pour présenter les résultats de cette coalition, donc ces 2 ans de travail, en partenariat avec certaines marques qui interviendront, et vous êtes les bienvenus. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour ce webinaire de présentation des résultats. On communiquera via LinkedIn. Trop cool. En tout cas, moi, je manquerai pas ça. Merci à tous les deux pour votre temps et puis nous avoir partagé tout ça sur la communauté. Je sais que c'était un sujet qui revient souvent, en tout cas avec les mentorés que je rencontre, et c'était vraiment chouette de vous avoir. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à suivre Circulaire sur LinkedIn et puis les réseaux de façon générale. Et puis, allez sur leur site circule-r.com. Il y a énormément de ressources, il y a plein de choses qui sont passionnantes, donc n'hésitez pas à vous en nourrir. Pour ceux qui sont prêts à entamer leur transition mais qui ne savent pas par quel ou le prendre, Gaia Connect est là pour ça. Venez prendre un petit café virtuel avec un mentor, ça peut changer votre carrière. La preuve pour Paul dans l'économie circulaire, mais dans plein d'autres domaines. Quant à nous, on se retrouvera d'ici quelques semaines pour un prochain épisode de Vista Podcast qui sera dédié à celles et ceux qui s'organisent en collectif pour faire bouger leurs entreprises. Et d'ici là, osez l'impact. Merci à tout le monde et merci à vous, Jules et Paul. C'était vraiment très, très cool de vous avoir aujourd'hui. Merci. Merci Ben, merci à tous. À bientôt.